Je vais peut-être proposer à Madame Goulet, rapporteure, de prendre la parole pour, je dirais, certainement poser quelques questions, mais aussi apporter déjà quelques réflexions. Oui, monsieur l'ambassadeur, merci pour cette présentation. Une observation générale tenant au cadre de la mission. Nos préoccupations aujourd'hui après... Je vous en prie. Merci. Nos préoccupations, en fait, vous êtes quasiment l'avant-dernière audition, juste avant Je le regrette. Non, juste avant le ministre de l'Intérieur, mais au contraire, je trouve que c'est finalement une bonne chose, puisque nous avons beaucoup appris, nous avons pratiquement plus de questions, et aujourd'hui, nous sommes donc beaucoup plus précis, finalement, dans les questions que nous pourrions avoir à vous poser. Et donc, parmi les préoccupations et parmi les sujets qui ont émergé durant cette mission, il y a le poids des pays d'origine. Donc l'histoire commune avec l'Algérie, vous l'avez rappelé, les quasiment 2 millions de franco-algériens recensés dans vos consulats, le soutien de ces dernières années, enfin qui s'est arrêté il y a 4 ans, le soutien financier dont vous nous avez parlé tout de suite. Tout ça montre que les liens sont vraiment importants. Alors moi j'ai une question qui est probablement un peu iconoclaste à vous poser d'abord. Est-ce que vous pensez que la communauté franco-algérienne ou française n'ayant pas de double nationalité mais ayant des liens avec l'Algérie, ou les Algériens vivant en France, est-ce que vous pensez que cette communauté-là pourrait accepter un islam coupé des pays d'origine? Parce que dans l'organisation, le poids des pays d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie notamment, semble rendre assez difficile une organisation homogène du culte. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il serait possible ou envisageable d'avoir une rupture avec ces pays d'origine? Est-ce que on a posé cette question à d'autres intervenants, et votre avis m'intéresserait beaucoup. Voilà, ça vous laisse perplexe. Je n'ai pas compris, très franchement. Oui, c'est-à-dire que on considère, enfin on a des exemples, notamment le poids, pour prendre un exemple, comparaison n'est pas forcément raison, mais le poids par exemple de l'État turc dans l'organisation de la communauté franco-turque ou des Turcs vivant en France, qui est extrêmement importante, que ce soit au niveau du financement, ou que ce soit notamment dans l'envoi d'imams sous le vocable d'assistants sociaux qui sont affectés à la communauté turque. Ce qui fait de la communauté turque une communauté détachée de l'ensemble des autres communautés. C'est-à-dire qu'il y a le poids de la Turquie sur le poids de la communauté franco-turque en France. Et je m'interrogeais sur le poids de l'Algérie sur la communauté franco-algérienne en France. Alors peut-être que vous n'avez pas de commentaire à faire, ce qui est pas grave, mais votre avis sur une rupture ou une indépendance, si vous voulez, de la communauté franco-algérienne ou algérienne vivant en France par rapport au pays d'origine, c'est une question qu'on se pose. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... va être plus clair que moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question, que je n'ai pas comprise. Mais je vais vous dire que nous n'avons aucune emprise politique sur les mosquées. Non. Et nous ne cherchons pas à en avoir. Nous avons, par contre, un regard sur le fait, c'est un cahier de charge pour ces associations qui comprend, entre autres, la nécessité de respecter les lois du pays d'accueil et donc d'œuvrer dans le cadre des lois du pays d'accueil. 2. De professer un islam qui soit compatible avec les lois et règlements du pays d'accueil. 3. De professer un islam de tolérance.
d'acceptation de l'autre, d'amour de l'autre. Je n'ai jamais entendu parler d'une proposition de couper l'islam des musulmans français des pays d'origine. Et je m'interroge sur la capacité de quiconque d'interférer dans la relation entre le croyant et Dieu. Ce n'est pas seulement un problème philosophique. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que l'islam, tel qu'il est professé dans les pays d'Afrique du Nord, c'est essentiellement le même islam, sunnite, de rite, malékite. Et je ne vois pas de compétition entre les trois pays d'Afrique du Nord. C'est vrai que les Turcs ont mis en place une organisation extrêmement lourde, mais très efficace, qui vise également à proposer à leurs concitoyens la possibilité de gérer, de construire, de gérer des lieux de prière. Et ils disposent de beaucoup de moyens dans ce domaine. Malheureusement, nous n'avons pas cette ambition. Et je crois que nous n'avons pas les capacités financières pour contrôler d'une quelconque manière l'islam en France. Je répète que c'est à la demande pressante d'associations représentatives de notre communauté en France que nous faisons cet effort. Dois-je ajouter que nous travaillons de concert avec les autorités françaises et avec le ministère de l'Intérieur en particulier pour éviter le vide dans ces lieux de prière qui pourraient être dangereux pour notre communauté en premier lieu, mais pour le pays d'accueil en second lieu. Merci. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. La qualité de votre réponse montre qu'en réalité, vous avez tout à fait compris la question telle que je vous l'avais. Oui, j'aurais une question complémentaire. Les imams qui sont envoyés en France restent combien de temps? Est-ce qu'ils ont un statut particulier? Si j'ai bien compris, c'est le gouvernement algérien qui les paye. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps en France et comment fonctionne le lien avec votre administration? Il n'y a aucun secret. Ces imams sont sélectionnés par notre ministère des Affaires religieuses, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la base d'un concours national où on s'inscrit à travers Internet. Parmi les diplômés de l'enseignement supérieur en affaires religieuses. C'est un détachement. Il reste toujours fonctionnaire. C'est un détachement d'une durée moyenne de 4 ans. À la suite de cela, il rentre. La presque totalité. Il y a des trucs individuels, mais la totalité rentre en Algérie et sont remplacés par d'autres. À leur retour en Algérie, ils reviennent à leur poste d'origine en étant imams dans des mosquées plus ou moins importantes.
Comment sont-ils payés? Tout simplement par... C'est l'ambassade qui les paye. Leur répartition se fait par la grande mosquée de Paris. Ils sont répartis dans les différentes mosquées. Mais comme ce sont des gens détachés, dans le cadre des accords entre la France et l'Algérie, comme ce sont des gens qui sont détachés, à l'ambassade, nous avons une liste de gens pour lesquels nous virons en fonction de leur grade d'origine. Il y a une chose que j'ai omise. Il y a 101 imams exactement détachés actuellement. 101. Il y a... Attendez. Il y a une vingtaine, une trentaine qui doivent venir dans les prochaines semaines. C'est le résultat du concours qui est organisé actuellement. Mais il y a aussi une cinquantaine qui ne sont pas envoyés d'Algérie. Parce que nous n'avons pas la capacité, il faut bien financer cela. Ce sont des gens qui sont recrutés sous contrat local. Ce sont généralement des Français ou des Français d'origine algérienne, mais qui sont recrutés sous contrat local. Et généralement, c'est pour des petits lieux de prière ou des petites mosquées. Et souvent à la demande des autorités locales françaises pour ne pas abandonner ces lieux de prière à des mains moins innocentes. Voilà. Ça fait partie les 50 dont vous parlez font partie des 101 Ou en plus? Non. En plus. C'est en plus. Les 101 Ils sont payés par l'ambassade sont également. payés par l'ambassade. Et pour Quelle durée? Les autres, 4 ans aussi? pendant 4 ans, les Aussi. 101. Oui, non, les 50. Les autres, c'est des contrats qui sont renouvelables chaque année. Oui, une petite précision, Monsieur l'ambassadeur, avec l'autorisation de la présidente. Vous avez dit tout à l'heure que il y a 5 ans, vous avez versé 4 millions d'euros à différentes associations. Est-ce que vous avez un versement régulier à la Grande Mosquée de Paris? Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça fonctionne? Alors. Alors, je me permets de préciser que là encore, il n'y a pas d'investigation de notre part. Il y a juste un moyen. Par exemple, alors je vais vous poser la question plus complètement, est-ce que l'Algérie accepterait, quelle serait votre position si on avait un institut de formation unique en France, où par exemple vos imams seraient ensuite labellisés à Paris, par exemple s'il y avait un institut unique? Voilà. Et par exemple, si tous les financements transitaient vers une fondation unique qui pourrait ensuite répartir les financements. C'est-à-dire que, en fait, donc d'abord la mosquée de Paris, comment est-ce que vous financez la mosquée, dans quelles conditions? Dans le cadre d'un accord entre l'Algérie et la mosquée de Paris. Je ne veux pas revenir sur les liens entre la grande mosquée de Paris et l'Algérie. La grande mosquée de Paris, que nous considérons comme un tribut au sang versé par des dizaines de milliers d'Algériens pour libérer la France. Depuis sa création, la mosquée de Paris a été dirigée par des personnalités religieuses algériennes, franco-algériennes, ou plutôt d'origine algérienne. Et ça a créé une très forte proximité que nous cultivons, nous, gouvernement algérien, et que le responsable de cette mosquée cultive également. Et l'Algérie, depuis l'indépendance,
a toujours apporté son soutien financier, matériel, à la Grande Mosquée de Paris. Jusqu'en 1981, ça s'est fait de manière informelle. Depuis maintenant 35 ans, ça se fait de manière tout à fait formelle dans le cadre d'un accord. Et depuis 1981, la Grande Mosquée de Paris bénéficie d'une subvention annuelle qui varie, mais qui, depuis 3-4 ans, est de l'ordre de 2 millions d'euros par an. À quoi sert cette subvention? D'abord pour la gestion de la mosquée. Payer ses employés. Faire de la formation à l'Institut Al-Ghazali. Faire un peu de vulgarisation. Depuis maintenant, cet argent est viré via les banques. Ce n'est pas de l'argent, c'est viré dans le cadre transparent. Et les dépenses sont déboursées de manière également transparente dans le paiement des salaires des fonctionnaires de la Grande Mosquée de Paris. Les droits à la retraite, assurance maladie, etc. Mais tout cela est fait de manière transparente parce que nous recevons de manière trimestrielle un audit et un rapport sur la manière dont cet argent est utilisé. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, madame? Non, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Je crois pas. La fondation. Ah oui, la fondation. La Fondation des œuvres de l'islam. Voilà, on pourrait faire Voilà. transiter les financements par là, c'est pas un problème. D'après ce que j'ai lu, je n'étais pas en France. C'est au début des années 2000 que cette affaire de fondation a été évoquée, elle a été créée ensuite. Et j'ai su qu'il y avait un seul don qui a été fait à cette fondation. J'en remercie l'auteur. Ça fait des intérêts. Personne n'y touche. Mais que cet argent n'a pas pu être mobilisé Exactement. par les différents présidents qui se sont succédés. On me parle d'un nouveau président. J'espère qu'il pourra mobiliser cet argent. Mais, en ce qui concerne l'argent de l'Algérie, qui est transféré dans le cadre de, comment dirais-je, dans le cadre intergouvernemental, nous souhaitons qu'il atterrisse à ses destinataires. J'avais compris que cette fondation pour les œuvres de l'islam avait pour mission de récolter et de contrôler l'argent qui parvenait de sources privées et de sources, comment dirais-je, non identifiables. En ce qui nous concerne, je répète, aussi bien les subventions à la Grande Mosquée de Paris que les subventions qui sont faites
aux différents lieux de culte qui sont faits de manière épisodique et qui ne sont pas importantes. C'est de l'ordre, la plus importante est de 100 000 €. Et ça va jusqu'à 10 000 €. Toutes ces subventions sont faites de manière tout à fait transparente via les banques. Et les associations récipiendaires s'engagent et le font à nous rendre compte jusqu'au dernier euro de l'utilisation de cet argent. Enfin, en ce qui concerne les versements des salaires, et les versements pour les assurances sociales, assurances maladie, pour les imams que nous envoyons en France, dans un cadre réglementaire et intergouvernemental. Ce n'est pas un secret. Je pourrais vous donner tout à l'heure le montant qui est délivré pour chaque imam ou chaque catégorie d'imam. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait, Monsieur l'ambassadeur. Mais pour ce qui concerne simplement la Fondation pour les œuvres de l'Islam de France, comme nous sommes ici en mission d'information et de réflexion, précisément parce que ce qui existe ne fonctionne pas bien, notre idée est de réfléchir à quelque chose qui fonctionnerait mieux. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé une solution, ça veut dire simplement qu'on a l'honneur et le privilège d'avoir un certain nombre de personnes auditionnées et que nous essayons de collecter leur avis pour essayer de rendre plus efficace un dispositif qui ne l'est pas. On est dans notre rôle de réflexion, ça ne va pas du tout au-delà et sûrement pas dans la prescription compte tenu des lois dans lesquelles nous contraignons d'être et notamment le respect évidemment des dispositions internationales qui ont été signées et des règles en vigueur. Quand ça fonctionne, ça va très bien. C'est simplement qu'on réfléchit et c'est tellement important de vous avoir à nos côtés pour pouvoir enrichir notre réflexion. C'est important d'améliorer, madame, d'améliorer la situation des musulmans en France. Une de leurs revendications, c'est d'avoir des lieux de culte où ils peuvent prier, invoquer Dieu dans la dignité. Dans la dignité. Nous avions applaudi lors de la création de cette fondation pour les œuvres de l'islam. Force est de constater que depuis 10 ans, elle n'a pas fonctionné. Je répète que l'effort financier consenti par mon pays pour répondre aux doléances, à la demande, je dirais même à la revendication d'une grande partie de la communauté d'origine algérienne. C'est un effort financier qui doit leur être dû et qui doit leur être dirigé. Ceci est impératif. Maintenant, si vous souhaitez avoir des informations sur le montant exact de cet effort financier, et si cela est demandé dans le cadre de la loi, bien sûr que nous le ferons de manière régulière et délibérée.